Il y a une vidéo que l'on n'a pas eu le temps de vous diffuser, qui est la vidéo du président de Bluefish. Bluefish, c'est l'association européenne qui travaille au niveau effectivement de la Commission, enfin, qui est à Bruxelles, qui est une association de pêcheurs, qui sont plutôt des gros pêcheurs. Et Armand Cantel, qui en est le président, voulait être là cet après-midi, voulait aussi faire un témoignage. Ne pensez-vous pas que le thème du changement climatique et de ses effets sur la mer et le littoral, et implicitement sur l'activité de pêche, n'ait pas été suffisamment débattu? La décarbonation de la flotte de pêche et l'adaptation des ports est incontournable et il faudra faire des choix. Avez-vous des propositions? Et puis il y avait une autre personne, Azélis, que l'on n'a pas pu se passer ce matin, Yves-Marie Paulet. Yves-Marie Paulet, c'est plutôt sur les zones à protection forte. Et on a fait 3 vidéos avec lui sur, d'abord pour lui, qu'est-ce que la zone de protection forte, deuxièmement, quelle est l'importance de la zone de protection forte, et troisièmement, est-ce que la zone de protection forte ou une zone de protection forte peut servir véritablement à quelque chose si on ne traite pas aussi les pollutions telluriques, c'est-à-dire toutes les pollutions qui viennent de la terre. Une zone de protection forte, une ZPF comme on dit dans le langage maintenant courant, c'est un espace géographiquement délimité sur lequel, avec un objectif de protection, voire de restauration, on va limiter les activités sur ce périmètre. Activités de pêche évidemment, mais l'aquaculture, éventuellement le transport maritime, l'industrie minière, etc. Mais tout ce qui se passe sur ce périmètre a vocation à être limité ou complètement interdit, aboli. Donc c'est ça la définition, le cadre général d'une zone de protection forte aujourd'hui avec, on sait, cet objectif national, selon évidemment des directives internationales, d'augmenter la surface de ces zones de protection forte le long des côtes françaises, dans les zones de souveraineté française. Les ZPF peuvent constituer un outil largement intéressant pour la gestion de la biodiversité, mais aussi pour la gestion des espèces exploitées, des ressources. C'est un des multiples outils disponibles finalement pour une gestion raisonnée de la biodiversité et des ressources qu'elles peuvent procurer. Finalement, pour aboutir sur des ZPF utiles et viables et pratiques, il nous faut mettre en place des systèmes de concertation. Évidemment, il faut des plans de gestion. Une ZPF aura son plan de gestion, mais il faut réellement des instances de concertation, je dirais assez raffinées, où la science, les pratiques locales, la connaissance des apports continentaux, la connaissance des dynamiques des espèces. Il est évident qu'il y a des stades vitaux des espèces qu'il faut protéger plus que d'autres. Que tout soit mis en commun et qu'avec le temps et peut-être avec des expérimentations progressives, on puisse définir des ZPF durables. Mais mettre en place ces lieux de concertation pour des ZPF durables et utiles. La mise en place des ZPF nécessite l'investissement de tous, des acteurs, des théoriciens, des scientifiques, des praticiens. Ça ne peut pas être simplement une imposition d'en haut. De toute façon, ça risque de ne pas marcher, ça va à nouveau être un sujet de tension. Il faut réellement que les acteurs de terrain, avec le temps, et c'est pas forcément quelque chose de simple, avec le temps, partagent la culture scientifique et viennent vers ces zones de protection forte qui leur seront bénéfiques à moyen et à long terme en termes de capture, de pêche. C'est compliqué. Je pense qu'on a ici, à la Pointe de Bretagne, avec le parc naturel marin d'Iroise, un bel exemple de concertation en cours. Le parc naturel marin propose de mettre ce qu'on appelle la chaussée de Saint, toute l'étendue rocheuse au large de l'île de Saint, où on trouve de nombreuses langoustes, en zone de protection forte. Ça s'est pas fait en 5 minutes, c'est pas une oukase qui viendrait d'en haut, c'est une réflexion qui a pris plus de 10 ans, une acculturation des partenaires, et aujourd'hui, ces partenaires sont capables de proposer une ZPF sur la chaussée de l'île de Saint. Admise par les habitants. Admise par les habitants, admise par les pêcheurs.
partagées sur la base d'expérimentations qui ont pris une dizaine d'années et d'un partage réel de la connaissance et des objectifs. Donc c'est proposé pour être une future ZPF, on verra ce qu'en feront nos ministères, mais l'affaire est lancée. Pour quand ? Eh bien, le parc marin, son comité de gestion a voté à l'unanimité pour cette zone de protection forte, donc de lui-même venant de la base, qui a été proposée, donc soumise d'abord via la préfecture au mois d'août dernier, je crois, pour une remontée au ministère dans les semaines qui viennent. Les zones de protection forte sont une vision assez simplificatrice de l'écologie et de la biodiversité. Ça a été conçu probablement par des penseurs de l'écosystème sauvage et éloigné. En fait, si on regarde la biodiversité, là où elle est la plus riche, c'est à proximité des littoraux. C'est mondial. C'est pour différentes raisons liées évidemment à la physique, à la chimie des milieux et à la richesse des milieux. Donc, la biodiversité, elle est surtout dans les milieux côtiers. Les activités maritimes, notamment de ressources vivantes, la pêche, l'aquaculture, sont évidemment très côtières. On parle évidemment du chalutage, on parle du filayeur, etc. Mais regardons bien les cartes d'usage des littoraux autour de la France, par exemple. Eh bien, c'est essentiellement des zones très littorales. Donc, dans ces zones, que l'on mette en place une protection renforcée, une ZPF, pour protéger éventuellement une biodiversité patrimoniale exceptionnelle, on peut penser à des coraux, on peut penser à certaines espèces de poissons, etc. Ou bien pour des fonctions liées à la pêche, à savoir protéger le cycle de vie d'une espèce pour permettre au stock de se reformer. Dans les deux cas, la vision de limitation de l'effort sur une zone géographique délimitée est largement limitée, puisque ces espaces côtiers sont soumis à de très fortes influences continentales. C'est très difficile à dire qu'est-ce qui est plus continental, plus lié aux activités sur place, etc. Mais il y a un chiffre qui court dans le monde scientifique, très difficile à estimer, mais c'est un ordre de grandeur. On estime que 80% des problèmes des eaux côtières viennent du continent. Donc, même si on fait des zones de protection forte basées sur l'interdiction des activités, on ne traite qu'une petite partie du sujet. Donc, c'est une vision probablement trop simplificatrice et il faut beaucoup de discernement qu'on va réfléchir à la mise en place de ces zones de protection forte en fonction de tous les apports de polluants, de nutriments, de matières en suspension venant des continents. Voilà, ça c'était une des questions qui était posée ce matin lors du débat. Donc on voulait vous passer plus exactement la vidéo. Il nous semblait important que l'on ait sa vision et l'explication scientifique de ce qu'est une zone à protection forte. Jean-Claude, est-ce que vous êtes parfaitement d'accord avec lui ? Oui, les zones de protection forte, elles existent, et tant mieux, mais elles sont souvent très littorales, hein, avec l'interface terre-mer, et on peut regretter qu'on ne réfléchisse pas aujourd'hui sur la création de zones de protection forte au large, dans des zones particulièrement intéressantes, sur des biocénoses, des habitats très particuliers. Je pense aux récifs d'hermelles du large. Hein, il y a deux espèces. Il y a des récifs d'hermelles qui sont à la côte. Hein, c'est du point de vue scientifique. Elle s'appelle Sabellaria alveolata. Et il y a une autre espèce qui est Sabellaria spinulosa qui forme des récifs au large. Et d'ailleurs, c'est une espèce qui vient fortement coloniser les fondations et les infrastructures éoliennes au sud de la mer du Nord et qui créent des véritables récifs et qui sont intéressants en tant que modèle de bioconstruction. Est-ce qu'il y a des réflexions sur des zones de protection forte dans des courants ? Par exemple, à des moments de l'année, une grande partie de la faune marine se déplace dans des courants. Est-ce qu'elle pourrait être mouvante, cette zone ? De toute façon, au milieu marin, il y a des espèces fixes et des espèces mobiles. Il y a des espèces qui sont mobiles pour des raisons de reproduction. Il y a des espèces qui sont mobiles pour des raisons de nourriture. Hein. Beaucoup d'espèces de poissons, on parlait des estuaires, viennent se nourrir lorsqu'ils ont les juvéniles qu'on appelle les zéros, hein, c'est moins d'un an, et viennent se nourrir au niveau des zones côtières et en particulier des estuaires, puis après repartent au large. Et puis les invertébrés marins, donc les bigorneaux, les crevettes, etc., il y a à peu près 80% qui possèdent des larves planctoniques. Donc ils ont une phase benthique pendant leur durée de vie adulte, et au gré des courants peuvent se disperser, se disséminer.
Et pour résoudre un certain nombre de questions, je regarde Asia, puisqu'elle y a participé, c'est l'utilisation de pluridisciplinarité en utilisant des modèles de modélisation numérique pour voir quelles sont les distances que les larves peuvent occuper. Et dans beaucoup de systèmes marins, on a une population qui va servir d'une population source et une population puits. Et la population puits, et quelquefois, il n'y a jamais d'auto-recrutement. Je vais donner un exemple. Moi, je suis originaire de la côte ouest du Cotentin. Sur la côte, il y a les îles Chausée, dans le golfe normanno-breton. Et depuis qu'il y a l'installation de la vénériculture, qui est l'élevage des palourdes, et en particulier de la palourde japonaise. Moi qui suis pêcheur de la palourde depuis plus de 60 ans, pêcher la palourde européenne, Tapes decusatus pour le nom savant. Et aujourd'hui, 95% de la population qu'on pêche sur la côte ouest du Cotentin, ou pendant la période de grande marée comme la semaine dernière, il y a plus de 6000 pêcheurs sur un littoral de côte qui fait 40 km. Eh bien, on a pu montrer avec la modélisation numérique que les larves viennent de la population élevée à Chausée. Donc la question qui peut être posée, si on arrête cet élevage de palourdes, est-ce que le stock de palourdes qui est pêché à la fois par les pêcheurs professionnels à pied et à la fois par la pêcheur récréative va s'arrêter ou pas? Ça, c'est une véritable question. Donc la connectivité entre les populations est extrêmement importante. On n'a pas parlé beaucoup, mais oui, la connectivité est très importante. Merci. Est-ce qu'au Québec, il y a ce type de problème aussi? Est-ce qu'il y a des zones à protection forte? Est-ce que ça porte un autre nom? Est-ce que ce sont des zones qui sont définies? Comment ça se passe par rapport aux pêcheurs, justement? Alan, pardon. Excusez-moi. Merci. Je peux intervenir sur celle-là. En fait, oui, ça existe, mais c'est très variable d'un endroit à l'autre. Donc, il y a des aires marines protégées où là, la pêche est complètement interdite. Il y a certaines aires marines protégées où certaines pêches sont permises, celles, par exemple, avec des casiers qui n'endommagent pas le fond. Donc, des engins plus passifs, ça peut aller. Et puis... donc, c'est ça. Dans certains cas aussi, c'est des aires marines dynamiques. Si vous pensez, là, tout récemment, on a une problématique avec la baleine franche du nord-ouest de l'Atlantique, qui est une espèce en voie de disparition. Et puis, son aire d'alimentation estivale a changé au fil des ans parce que l'abondance du zooplancton s'est déplacée là, du côté du golfe du Saint-Laurent, dans le secteur proche de la baie des Chaleurs. Donc là, c'est un endroit où il y a de la pêche au crabe des neiges avec des casiers qui impliquent qu'il y a un cordage avec une bouée en surface. Les mammifères marins ont tendance à se prendre là-dedans. Et puis, donc, aussitôt qu'un de ces mammifères-là qui est observé, on doit fermer un secteur et puis forcer les navires à ne pas aller plus rapidement que la vitesse de 10 nœuds. Et puis donc, si le mammifère marin disparaît de la zone, à ce moment-là, on peut reprendre la pêche. Donc, c'est du monitorage presque en temps réel là, dont on a besoin dans certains cas maintenant. Dominique, est-ce que ça veut dire que c'est une réglementation nationale, donc fédérale? D'accord. Oui, donc tout le monde a la même règle? Oui, oui, parce que c'est ça. Donc, tout ce qui est pêche au Canada, c'est le ministère des Pêches et des Océans du Canada qui s'occupe de ça. Et puis, en fait, ces réglementations-là sont aussi mises en place avec l'industrie elle-même, parce que si on se rend compte que les normes pour protéger une espèce en voie de disparition ne sont pas suivies, à ce moment-là, ça devient impossible d'exporter cette ressource-là, par exemple, aux Américains ou à l'Europe. Ça devient aussi impossible de garder une certification d'exploitation durable pour la ressource. Donc, on n'a pas le choix de mettre en place ce type de mécanisme-là au niveau national. Laurent, c'est pas une farce. On a une question à te poser. Est-ce que, pardon, mais viens pas plutôt ici, et puis peut-être Thierry, si vous voulez bien venir, ouais, voilà. Mais Laurent, au niveau de, alors Laurent, vous l'avez entendu ce matin, il est responsable au niveau de la DREAL Normandie. La DREAL Normandie, peut-être pourras-tu expliquer en un mot ce que c'est
pour nos amis qui nous suivent au Québec, c'est quand même un département extrêmement important, une direction très très importante au niveau national. Mais ce que Dominique expliquait par rapport aux zones à protection forte, c'est qu'il y avait une réglementation qui permettait aussi de certifier un certain nombre d'espèces, comme quoi elles étaient biodurables. Est-ce que nous avons en France ce même type de certification, de label, etc., à ta connaissance? C'est ça, je réfléchis en même temps que je raconte ce qu'est la... Donc, pour nos amis, notamment québécois, en fait, dans l'organisation française, on a des régions administratives en dessous de l'État, et au sein de ces régions cohabite un système d'élection locale avec des conseils régionaux, et donc ce qu'on va appeler en langage courant chez nous les régions, c'est en fait ça, c'est des conseils régionaux avec des votes locaux. Et puis l'État central garde des échelons en fait, dont des directions régionales que je suis. Je dépends du gouvernement et je travaille pour le gouvernement sous l'autorité d'un préfet, qui est le préfet de région Normandie. La direction régionale environnement, aménagement, logement, elle intervient alors dans un certain nombre de domaines, de la construction, le logement beaucoup sous l'angle distribuer des subventions principalement. Elle intervient dans le domaine des transports, soit de la maîtrise d'ouvrage routière, soit le contrôle d'un certain nombre de véhicules. Elle intervient dans le domaine industriel et environnemental par la prévention des risques. Beaucoup, c'est l'activité principale, elle est là. C'est les installations classées en autorisation, en fonctionnement, etc. Et pour la partie qui me concerne, c'est l'eau, la biodiversité, voilà, la protection de la nature. Et pour répondre à la question des zones labellisées en mer, alors en fait nous on a les catégories UICN globalement 30%, 10% de la façon suivante. Les aires marines protégées, on doit avoir à peu près 15 statuts différents de aires marines protégées version 30%. Les zones 10% dites zones de protection forte en France correspondent à une catégorie plus stricte, où on défend l'idée que c'est pas forcément l'interdiction totale non plus. Donc ça crée en ce moment beaucoup de discussions pour savoir qu'est-ce qui est vraiment une ZPF, pas vraiment une ZPF. L'Union européenne, dans sa stratégie Biodiv 2030, a une vision clairement plus stricte d'exclusion que la position défendue par la France là-dessus. Et en termes de protection maritime forte, à part les terres australes et antarctiques françaises où on admet que c'est de la protection forte, etc., en métropole, on est sur des tout petits pourcentages, puisqu'on se donne des objectifs à 2030 qu'on aura du mal à tenir, clairement. Genre 5% pour la Méditerranée, 3% pour l'Atlantique où nous sommes, 1% pour la Manche-Mer du Nord. Et même ça c'est compliqué, quoi. Ensuite, on a un label qui est un label international qui est celui de l'UICN et qui n'est pas forcément sur la qualité finale de la conservation des espèces. C'est plus un label de gestion, les listes vertes UICN. C'est reconnaître que des méthodes qu'on admet vertueuses de gouvernance, de prendre en compte un certain nombre de choses, etc., ont été mises en place. Donc ça, on en a. On a notamment en Normandie un site Natura 2000, qui est le premier site Natura 2000 français, voire le seul en mer, à bénéficier de ça. Il est co-animé par l'Office français de la biodiversité et le Conseil régional des pêches. Donc voilà, c'est vertueux en termes de gouvernance. C'est sans doute une des zones, franchement, en Normandie, où on a les réglementations les plus strictes, avec l'accord de tout le monde, etc. Pour autant, je ne suis pas sûr que ce soit totalement transposable. Et la limite, clairement, aujourd'hui, de tous les reproches qui nous sont faits, c'est de dire vos zones de protection dites fortes, ça protège rien du tout, donc votre pourcentage est mauvais, et en plus à l'intérieur, c'est la dégradation qui continue, quoi. Oui, bien sûr, je vous laisse intervenir. Ça te concerne? Du coup, oui, je pratique une partie de récolte. On reviendra sur naturelle. l'industrialisation par ce biais. Oui. Par contre, là où on a quelque chose qui... Marion Morisseau,
c'est pas la mer monte, mais c'est mon miracle. Oui, je fais des travaux sous-marins, aménagement de génie civil subaquatique et également je récolte des algues pour le cosmétique. Et donc dans cette partie-là, je crois, enfin, mais peut-être que je me trompe, vous me direz si c'est faux, toutes les sociétés de pêche et de culture, par contre, sont soumises à un plan de gestion durable. Et on a tous l'obligation d'avoir ça au sein de nos sociétés en France. Donc ça aussi, c'est quand même un moyen de... On n'a pas de label qui détermine un certain créneau ou un certain niveau d'éco-responsabilité, mais par contre, on a un plan de gestion durable à présenter qui est obligatoire, avec des contrôles de l'État ponctuellement en mer, pour vérifier les quotas, pour vérifier... si ce qu'on récolte, c'est bien ce qui est référencé dans nos données, et aussi si les endroits où on va faire des prélèvements ce ne sont pas les mêmes sur lesquels on est allé la semaine d'avant. Voilà. Je veux juste intervenir sur ce domaine-là, puisqu'on est quand même hyper engagé, même si c'est géré par région. Voilà, il y a quand même un sacré contrôle qui est fait à ce niveau-là.